Bonjour. Alors, commençons maintenant la capsule sur les notions de deuil. Alors, première chose à dire sur le deuil, c'est que c'est une forme de perte. Alors, tout deuil provient d'abord et avant tout d'une perte, mais toute perte ne se traduit pas nécessairement en deuil. Alors, il est très important que l'infirmière utilise son jugement clinique pour distinguer ces deux troubles-là. Est-ce que la personne vit un deuil et qu'un deuil, ou est-ce que ce deuil-là, en fait, est-ce que la personne vit une perte et que cette perte-là, ou bien est-ce que cette perte-là, en fait, amène la personne à vivre un véritable deuil. Alors, les interventions de la perte ne sont pas suffisantes pour intervenir auprès de quelqu'un qui est en deuil. Et si quelqu'un ne vit qu'une perte, mais pas un deuil, alors sortir la grosse quincaillerie d'intervention pour le deuil, c'est inutile. Alors, je vous rappelle les éléments du jugement clinique. Alors, la première étape du jugement clinique est la capacité de discerner les bons indicateurs quand on fait notre collecte de données, quand on observe notre patient dans son contexte. On doit sélectionner les bonnes données pour pouvoir les interpréter correctement. Ne pas se laisser influencer par des données accessoires qui pourraient être spectaculaires, mais qui sont accessoires. Par exemple, pas parce qu'une personne crie fort qu'il y a urgence. Il y a des chialeux, puis il y a des gens qui crient pas du tout. Et, euh, et pourtant, leur problème est beaucoup plus grave. Alors, il faut que l'infirmière soit capable de discerner les bonnes données. Une fois qu'elle a colligé ces données-là, elle doit choisir, dans la deuxième étape du jugement clinique, l'infirmière doit choisir les bons cadres théoriques qui permettent d'interpréter correctement les données qu'elle a recueillies, qu'elle a collectées. Alors, les bonnes théories. Alors, dans le cas de la perte, on a vu que les théories étaient la théorie des émotions, la théorie de la perception et la théorie des besoins. Et dans le cas du deuil, il y a une autre théorie qui va se rajouter, ça va être la théorie de l'identité. On va voir ça tantôt. Alors, maintenant, les notions théoriques permettent d'interpréter les données colligées et les théories permettent aussi, dans un troisième temps du jugement clinique, les théories permettent d'élaborer des stratégies d'intervention qui sont adaptées au problème. Donc, au lieu d'intervenir intuitivement et spontanément, les notions théoriques, lorsqu'elles sont bien maîtrisées par l'infirmière, permettent d'élaborer, de concevoir des stratégies d'intervention qui vont être efficaces, donc le plus stratégique possible. Alors, comment faire pour identifier que la perte est en fait un deuil? Alors, la première chose à comprendre dans le cas du deuil, c'est que l'objet qui est perdu doit être un objet identitaire. Alors, qu'est-ce que c'est, et tout est là, qu'est-ce que c'est qu'un objet identitaire? Alors, un objet identitaire, c'est un objet que l'on ne peut pas remplacer, que l'on ne, une fois que et surtout si la perte est définitive, on ne peut pas le retrouver. C'est une perte qui est définitive lorsqu'on perd un objet identitaire. Alors, qu'est-ce qu'un objet identitaire? C'est un objet par lequel la personne a construit sa propre identité. Alors, évidemment, dans les premiers objets identitaires, il y a votre propre corps. Si vous perdez la vue, si vous perdez un bras, ou pour un musicien, s'il perd un doigt avec lequel il fait ses accords de guitare, eh bien, vous n'êtes plus la même personne. Vous devez vous redéfinir comme individu. Alors que si vous perdez votre automobile, il y a toujours moyen de s'en racheter un autre ou d'utiliser le transport en commun. Ça ne vous change pas, vous, comme individu. Ça vous emmerde un peu, ça vous cause des problèmes, ça vous cause des émotions, sans doute, mais ça ne vous change pas en tant qu'individu. Alors, tout le monde a des objets identitaires et ces objets-là nous servent de balises
un peu comme dans une piste de ski de fond dans le bois, il y a des marques il y a des banderoles que l'on accroche aux arbres pour indiquer notre route. Alors, une balise identitaire, c'est ce qui fait les fondements de votre vie. Alors, évidemment, parmi les premiers objets, outre le corps d'une personne, les, euh, les principales balises identitaires dès l'enfance, là, ce sont les parents. Alors que ce soit des parents adoptifs, que ce soit des parents biologiques, les parents, les frères, les sœurs, ce sont des gens auxquels vous vous identifiez, que vous allez incorporer dans votre vie. Et le fait d'avoir eu tel ou tel parent avec tel comportement à votre égard, ça vous façonne, vous, comme individu. Si vous aviez eu d'autres parents que ceux-là, vous vous seriez développé différemment. Alors, voilà. Maintenant, il y a aussi des objets qui sont moins concrets. Là. Les parents, c'est concret. Votre corps, c'est quelque chose de concret. Euh, mais il y a des objets identitaires qui sont pas aussi concrets. Comme par exemple votre langue maternelle. Euh, la langue dans laquelle vous avez été élevé va façonner votre identité. Euh, vous pensez en fonction de votre langue. Euh, et quand on pense dans une autre langue, on n'a pas le même genre d'idée non plus. Il y a des gens euh, qui sont très attachés à leur langue maternelle. Ça veut dire que cette balise-là, pour eux, elle est très, très, très importante. On, on pense entre autres aux peuples autochtones qui ont été qui ont été déracinés de leur propre culture. Et une des stratégies qu'on utilisait pour les déraciner, c'est les empêcher de parler leur propre langue. Or, on se définit par notre langue. On se définit par un certain nombre de croyances culturelles. Il y a des gens qui se définissent par leur religion. Il y a des gens qui se définissent par leur profession. Alors, quelqu'un qui perd la foi, et si cette foi était une balise identitaire importante, eh bien, il faut qu'il reconstruise d'une certaine manière son identité. Il faut qu'il se redéfinisse comme individu existant sans cette croyance-là. Alors voilà. Donc c'est pas une perte banale. C'est pas un objet identitaire ne peut pas être quelque chose de banal. Euh, alors il y a des individus qui ont une très grande diversité de balises identitaires. Alors ces individus-là, lorsqu'ils vont perdre une de ces balises-là, évidemment, ils vont avoir à vivre un deuil. On doit se reconstruire avec l'absence de cet objet-là. Alors, imaginons que je perds un enfant. Cet enfant-là me construit comme parent. Et être parent, c'est une balise importante de mon identité. Et si mon enfant un jour meurt, malgré la perte de cet objet, mon enfant, je serai toujours un père, mais un père dont l'enfant est mort. Un père qui a perdu un enfant en bas âge. Alors ça marque une vie, là. Si jamais j'ai un autre enfant, cet autre enfant-là ne peut pas remplacer l'enfant qui est mort. Ça va être un autre enfant qui va avoir son identité et je serai un parent d'un enfant vivant et je resterai le parent aussi d'un enfant qui est mort. Et je ne serai pas le même parent avec l'enfant vivant parce que j'ai déjà perdu un enfant. Il y a des expériences de vie qui vont marquer la personne à tout jamais. Alors, les événements qui vous marquent à tout jamais, que marquent-ils? Ils marquent votre identité et deviennent des objets identitaires. Alors, on en a plein. J'ai parlé de la langue tantôt, la parentalité. Il y a certains événements. Quelqu'un qui a vécu un rejet au secondaire, mettons en secondaire 1, l'enfant a vécu un rejet important et cette expérience-là le marque pour le restant de ses jours. C'est une balise identitaire, ça.
Alors, il y a des balises identitaires avec lesquelles on interagit au quotidien. Par exemple, moi, mon métier de prof, c'est une balise identitaire importante. Et si je me définis comme individu, comme prof, si jamais je perds mon travail de prof ou si un jour je prends ma retraite, ben à ma retraite, je vais vivre un deuil. Il faut qu'on se prépare à ce type de perte-là quand on peut s'y préparer. Et même quand ça va arriver, le travail, même si je suis bien prêt, il n'y a aucune préparation qui me prépare totalement à vivre cette perte-là. Et si je ne rêve qu'à ma retraite et que quand j'arrive à ma retraite, je suis débarrassé de mon travail, ben il ne s'agit même pas d'un deuil, il ne s'agit même pas d'une perte. C'est un gain. On a vu dans la théorie sur la perte que quand l'émotion est positive, il ne s'agit pas d'une perte, il s'agit d'un gain. Alors, voilà. Donc, si je perds un objet identitaire, il doit y avoir un travail de reconstruction de mon identité. Alors, qui suis-je maintenant que je ne suis pas tout ce qui me définissait, mais qu'à partir de la perte de cet objet identitaire, je n'ai plus les mêmes caractéristiques comme personne. Alors, je dois me redéfinir. Alors, on pense évidemment à quelqu'un qui aurait une amputation euh, d'un sein, d'un bras, d'une jambe, d'un membre, quelqu'un qui aurait une colostomie ou qui aurait une cicatrice importante sur son corps, dans son visage. Il doit se redéfinir comme personne. Qui suis-je maintenant que je n'ai plus le même visage qu'avant, que je n'ai plus les mêmes caractéristiques identitaires qu'avant? Qui suis-je maintenant que je suis veuf? Qui suis-je maintenant que je suis orphelin ou que je suis à la retraite, ou, etc. Alors, étant donné que les capsules durent un maximum de 15 minutes et que je vois que je suis rendu à 13, je vais continuer dans une capsule deuil, deuxième partie, les choses à faire dans le contexte du travail de deuil pour métaboliser, pour intégrer cette perte-là à ma nouvelle identité.